Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos différents invités au centre de nos discussions ce soir. L'Afrique et ses plus beaux courtisans dans l'agenda diplomatique des pays africains. Il est inscrit les rencontres organisées par les grandes puissances sur leur invitation. Le continent, dans son entièreté ou presque, répond présent à l'appel désigné sous le nom Sommet France-Afrique, Sommet Russie-Afrique, Chine-Afrique. La liste est bien longue. Ces conférences, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux. Tout le temps, l'essai se multiplie. Alors, des questions en plateau. Qu'est-ce qui se cache derrière ce regain d'intérêt pour l'Afrique? En composant avec les grandes puissances, comment le continent se sent-il face à cette influence diplomatique? A-t-il au fil des années un plan de réponse, un plan réalisable qui va à son profit? Le grand rendez-vous pose le sujet et mène le débat. « 90 minutes, plateau et regard croisés de nos invités politiques, géopolitiques et défenseurs du panafricanisme. Dans un instant, ce sera l'édito et les points de vue des analystes du grand rendez-vous. Nous aborderons ensuite le sujet en 5 points avec notre expert Didénou Steve Coton. Ce regain d'intérêt pour l'Afrique est-il le signe d'une quête de domination politique et stratégique des grandes puissances? À suivre l'éclairage de notre invité dans l'œil de l'expert. Il est juriste, internationaliste et spécialiste en gouvernance démocratique. Dans la troisième partie de ce grand rendez-vous, en toute franchise, reçoit des acteurs clés. Ils ont chacun son opinion, une opinion sur cette déferlante diplomatique en Afrique. On fera le débat en plateau. Alphonse Gaglozou est enseignant d'université et secrétaire général permanent du Conseil mondial du panafricanisme. Eloge Francis Attadé est expert en communication politique et gouvernance, et Emel Guérin, internationaliste, consultant en communication et gestion de crise. Le plateau de la discussion, ça sera dans la troisième partie. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Sur le grand rendez-vous, vous le savez, le point de vue de chacun compte. Les discussions avec nos analystes plateau, c'est dans un petit instant. On va les présenter, à commencer par vous, Marc Yohannes Goudianou. Bonsoir. Bonsoir Christian Landéguian, bonsoir à tout le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver ici. Vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Le Meilleur. Landry Adélacon, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir également chers co-panélistes. Merci d'être là, spécialiste des droits humains et de la démocratie. Et puis nous avons Hamzat Ablaï, notre consultant politique et géopolitique. Bonsoir Hamzat. Bonsoir. J'espère que vous avez la pleine forme ce soir. On tient la forme, on essaie de tenir. Et ça se voit. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être là. Bonsoir Omar Salouf, notre chroniqueur, notre éditorialiste. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Analyste politique, vous êtes, merci d'être là. Là, nous parlons des relations qu'entretient l'Afrique tout entière et puis les pays développés. Vous avez votre petite réflexion que vous nous livrez. Oui Christian, à tour de rôle et parfois dans une bousculade diplomatique, ils viennent traire la vache à lait qu'est l'Afrique dans une complicité soupçonnée avec les dirigeants du continent et sous le regard impuissant des Africains. France, États-Unis, Turquie, Chine, Russie, Japon, Corée du Sud, Inde, Qatar. Ces grandes puissances font déplacer les dirigeants des 54 pays d'Afrique pour des sommets pour décider du sort de l'Afrique. Est-il concevable qu'on parle de sommet bilatéral entre un continent entier et un seul pays, fût-il puissance économique ou militaire? Quelle est la logique qui sous-tend le fait qu'une cinquantaine de chefs d'État africains aillent à la rencontre du ministre des Affaires étrangères de la Russie ou de la Chine ou du Japon sous le couvert de sommet bilatéral? En acceptant cette démarche de se déplacer, les présidents et chefs de gouvernement africains se mettent sous ordre néocolonialiste et donnent raison à ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas encore prête pour prendre son destin en main.
le sentiment anti-français développé sur le continent ces dernières années est loin d'être la panacée et n'a fait qu'accentuer la tenue des sommets avec d'autres puissances étrangères qui profitent d'une situation pour se positionner. En se libérant du joug français, les leaders africains pensent trouver des options salvatrices auprès d'autres pays tels que la Russie, la Chine, qui pourtant ont eux aussi leurs intérêts propres à sauvegarder. Dans quelques décennies, nos enfants et petits-enfants se lèveront contre ces pays pour remettre en cause les accords qui s'établissent actuellement parce qu'ils y verront des clauses de dupe et de domination subtile. À dire vrai, la dignité africaine est bafouée. L'Afrique est humiliée de ce fait parce que les Africains l'ont voulu. Que gagne le continent noir de ces multiples sommets de farce? Ce dernier questionnement suffit pour que les dirigeants africains se remettent en cause et trouvent de nouveaux mécanismes de coopération équitable et qui mettent en valeur la dignité africaine de part et d'autre. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra discuter d'égal à égal, de pays à pays et de continent à continent. Et voilà, c'était là votre réflexion sur le sujet. Merci à vous, Omar Salouf. Voilà le sujet qui lance nos discussions de ce soir. On va commencer par vous, Landry Adelakou. Il y a une question de l'éditorialiste que je m'en vais vous faire tout de suite. Est-il concevable qu'on parle de sommet bilatéral entre un continent tout entier, je veux parler donc de l'Afrique, et un pays développé, une puissance mondiale? Merci bien. Je pense que déjà en observant ce type de relation, on doit pouvoir conclure directement sans aller d'abord au fond qu'il semble qu'il y a une sorte d'anomalie. Il y a une sorte d'anomalie ne serait-ce que sur le formalisme. Nous avons un continent et nous avons de l'autre côté des pays, donc des pays pris individuellement. Donc cela pose un problème. On aurait aimé une relation de continent à continent, de pays à pays. Et l'autre chose qui pourrait conforter une telle analyse, une telle lecture, c'est que lorsque l'on fait référence aux idéaux qui ont prévalu à la naissance ou à la création de l'Union africaine, ou je voulais parler de l'Organisation de l'Unité africaine, oui, vous savez un peu, donc de l'Union africaine, on se rend compte que c'est dans une idéologie panafricaniste, c'est dans une idéologie de rassemblement et c'est dans une idéologie d'exercice des réalités africaines par un ensemble commun. Et cet ensemble que nous avons mis en place, il se fait que c'est l'OUA devenu l'Union africaine UA. Alors, les pères fondateurs, dans les textes, je veux parler de l'acte constitutif de l'Union africaine, ont rappelé tout simplement que désormais l'Afrique veut parler d'une seule voix et que l'Afrique veut aller ensemble et que, bien sûr, qu'il y a les questions de souveraineté, d'indépendance et tout ce qui va avec par rapport aux États pour les États africains, mais tout ce qui va concerner le continent africain, c'est l'Union africaine qui sera alors le porte-parole, qui sera le représentant. Et donc, dans cette circonstance, là, on peut comprendre pourquoi est-ce que les États, les grandes puissances viennent vers l'Afrique, mais viennent vers l'Afrique comment? En allant d'abord, en réunissant les 54 ou 55 chefs d'État africains, ou encore des fois peut-être discuter directement avec l'Union africaine. On peut comprendre ça ainsi. Mais lorsque vous faites l'analyse, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une mal-donne. C'est que chaque fois déjà, dès 1973, bien sûr, la France voulant conserver sa mainmise et sa relation multiséculaire avec l'Afrique, a commencé avec ce que nous avons appelé le sommet France-Afrique, qui après est devenu sommet Afrique-France, et puis bon, c'est des terminologies. Et après, il y a les autres qui s'en sont suivis, notamment, et je veux parler de, comment on appelle, de la Chine, il y a le Japon, il y a la Russie, la Turquie et consorts. Il y a tout cela. Mais lorsque vous observez, on va se rendre compte que déjà en 2005, la question qui est en train d'être posée aujourd'hui, cette nuit sur ce plateau, a été déjà posée, ou a été davantage soulevée avec des arguments pertinents par la Jamaïa islamique. Je vais parler de la Libye, de la Libye sous le guide Mohamed Kadhafi de vénérée mémoire,
où il y a une réflexion qui est sortie des suites d'une rencontre à site de l'Union africaine, où il a été constaté que l'Afrique ne peut pas continuer à aller s'asseoir avec des pays individuellement pris. Oui. Et donc, la Libye à l'époque a raisonné en montrant que s'ils n'ont fait référence à l'histoire qui a prévalu à la création de l'Union africaine, ce n'est pas possible. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut revoir cette politique de coopération bilatérale entre l'Afrique et les autres, je vais dire les autres entités. Les autres entités, notamment l'Union européenne et peut-être l'Union, je ne sais pas, des pays arabes et autres. Donc, il faut essayer de revoir ça. C'est pour vous dire que c'est une préoccupation de toujours, mais on peut aussi essayer de comprendre parce que les relations qui lient les autres pays à l'Afrique sont des relations sécuritaires, économiques et géopolitiques. Et donc, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une sorte, je vais dire, de bousculade à vouloir travailler avec l'Afrique de façon entière. On va vous écouter, Marc Johannes Boudanou, oui, votre première lecture sur le fait. Bon, il faut d'abord remarquer que ces sommets viennent dans un contexte où chaque puissance économique essaie quand même de pouvoir tirer profit au maximum de l'Afrique, tel que l'a dit le chroniqueur. Parce que ces sommets, en réalité, est-ce que le vrai questionnement que vous vous êtes posé également à travers ces sommets, c'est de savoir en réalité, est-ce que l'Afrique en tire vraiment énormément profit de ces sommets? On va revenir là-dessus, tout de suite. Oui, tout de suite. Sur le fait. Oui, sur le fait, ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi parce que vous savez, nous sommes dans l'espace géopolitique, il faut forcément nouer des partenariats, que ce soit entre l'Afrique et l'Europe, que ce soit entre l'Afrique et certains pays de l'Europe ou bien certains pays des Amériques par exemple, il faut forcément nouer des partenariats. Mais c'est la question que l'on se pose, mais pourquoi l'Afrique tout entière et non les pays pris individuellement? Oui, bon, je crois que Adèle Lacroix a déjà, en tout cas, tout décrit, il a déjà montré, en tout cas depuis l'histoire, comment ça se passe et comment ça se passe aujourd'hui. Mais moi, je ne vais pas venir encore sur le fait de stigmatiser cet aspect-là, parce que il faut qu'on aille actuellement au-delà de cet aspect, parce que, avouons-le, c'est déjà un fait. C'est déjà un fait où, aujourd'hui, la plupart de ces sommets, ça se déroule entre l'Afrique pris ensemble avec peut-être des puissances économiques. Mais pourquoi on parle de puissance? C'est déjà le thème qui catégorique en réalité, qui met ces pays-là au-delà, d'accord, de l'Afrique et qui considère déjà l'Afrique comme qui n'est pas encore une puissance. Exactement, qui n'est pas une puissance selon eux en réalité. Alors les sommets pour l'Afrique, oui, je viens à vous, Hamza Tablaï, avec des dirigeants africains qu'on voit qui partent de l'Afrique avec de nombreux vols, les hôtels qu'ils prennent là-bas, toute la sécurité qui est mise en place. Ces sommets sont devenus une véritable, je dirais, démonstration de force pour les grandes puissances. Sont-elles de plus en plus sous le charme de notre Afrique? Démonstration de force, moi je dirais plus démonstration de faiblesse de la part des dirigeants africains qui pour moi sont devenus des madones d'aéroports. Tout le temps ils font des défilés dans les aéroports dans le monde, mais la finalité c'est quoi? Quel est le résultat de ces défilés? Quel est le résultat de ces discours? Quels sont les priorités qui précèdent et qui succèdent à la participation de ces sommets? Et quand vous faites le bilan de 1960 à 2024, pas grand chose ne ressort de ces défilés successifs d'hommes en costume 3 pièces sur ces sommets entre la Russie, les États-Unis, la Chine ou autres. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une histoire qui est propre à l'Afrique en réalité. Ça n'a pas commencé en 2024. La participation au sommet, la participation à des congrès, à des conférences entre États africains réunis, parfois en rang dispersé, avec les autres puissances dites superpuissances depuis les années 1900, pour être plus précis. Donc, je trouve ce qui réunit beaucoup plus les États africains avec les autres États dits superpuissances, c'est la question des intérêts. Il est question lors de cette discussion, lors de ces sommets, des intérêts. Alors on doit être clair là-dessus. Le jeu des relations internationales
n'est pas vraiment un jeu d'enfant de cœur. Il s'agit de la question des intérêts. Mais ici, la vérité, c'est que les gouvernants, les politiques ne priorisent absolument pas l'intérêt des populations. Parce qu'il faut dire une chose très claire, il ressort parfois lors de ces sommets, il ressort parfois lors de ces conférences des signatures d'accords de coopération financière, économique, politique, géostratégique, liés au développement, liés aux objectifs du développement durable, liés aux enjeux climatiques et bien d'autres choses. Il y a des accords qui sont signés. Mais dans les faits, est-ce que ça profite... À la matérialité. Exactement. Oui. Est-ce que ça profite aux États? Je ne le pense pas. Sinon, les États africains continuent de végéter, allez, disons le mot, dans le sous-développement. Et je situe beaucoup plus des États en dessous du Sahel. Et ça, c'est devenu problématique au point où on se dit, finalement, pourquoi tous ces sommets? Est-ce que ça doit continuer à profiter aux enjeux institutionnels, aux enjeux gouvernementaux, au détriment des enjeux populaires? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve qu'aller en rang dispersé, c'est le combat qu'a toujours mené Kwame Nkrumah, l'un des fondateurs du véritable panafricanisme, parce qu'il faut préciser que quand il s'agit de panafricanisme, il y a le panafricanisme originel, pensé par Nnamdi Azikiwe, pensé par Kwame Nkrumah, pensé par ses pères fondateurs qui revendiquaient un autre modèle d'indépendance. Oui. Mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment été écoutés et aujourd'hui, on en paye le fruit. Mais si l'Afrique va en rang dispersé ou parfois en faisant semblant d'aller en rang unique, je pense que ça a une raison. On doit rappeler, c'est l'occasion pour les chefs d'État de se rencontrer à ces grands sommets. Justement, vous avez beaucoup de choses à dire. Je termine rapidement là-dessus. En évoquant ces deux raisons, ça permet aux chefs d'État, bien entendu, de se rencontrer et de pouvoir établir, ne fût-ce que des débuts de discussion et de dialogue avec leurs autres collègues chefs d'État pour aboutir peut-être à des discussions ou des signatures d'accords bilatéraux. Mais ça, ce n'est pas la question. La véritable question ici est de savoir quels sont les plans, quelles sont les priorités de ces chefs d'État quand ils participent à ces rencontres. C'est un aspect que nous allons et je finis rapidement là-dessus en disant on ne doit pas se leurrer. C'est-à-dire faire en sorte que les États africains participent en rang dispersé, c'est-à-dire faire en sorte qu'un jour qu'il y ait un sommet Bénin-France ou Bénin-États-Unis, je pense que... Ça va venir de qui? Ça ne pourrait pas venir. Disons-nous les choses. Parce qu'aujourd'hui, les rapports de force ne sont pas les mêmes et les hommes d'État, surtout africains, manquent d'ambition. Aujourd'hui, il n'y a plus de Mandela. Regardez l'image de l'Afrique du Sud qu'a réussi à développer Nelson Mandela. Il faut des hommes forts qui ont une vision, surtout de la chose diplomatique, surtout de la question des intérêts qui doivent profiter à la population. Justement, vous parlez d'intérêts. Je viens à vous, Omar Salouf. C'est désormais, ça il faut le rappeler, une course à l'influence qui oppose les différents États quand il s'agit de parler de l'Afrique, les États-Unis, la Chine, le Japon, la France, la Russie et bien d'autres pays qui cherchent donc à marquer leur présence sur le continent africain, mais n'étant pas là en présence, je dirais, d'une guerre de positionnement aux multiples intérêts et variés pour la même Afrique. Oui, c'est clair. L'Afrique, le continent est devenu comme un champ de bataille où chacun vient pour tirer son profit, où chacun vient pour faire les beaux yeux à l'Afrique pour faire croire qu'il est le meilleur partenaire, le meilleur allié. Ces dernières années, nous avons constaté qu'il y a eu presque un soulèvement contre la France et donc c'était vraiment l'occasion pour d'autres pays de se repositionner, de faire croire qu'ils sont les meilleurs partenaires et qu'ils sont là pour donner à l'Afrique ce que la France n'a jamais donné, alors qu'ils ont chacun leurs intérêts. Qu'est-ce que les chefs d'intérêt, on ne vient pas vers vous. C'est clair. On sait qu'on a quelque chose à y gagner forcément. À y gagner, mais sans rien laisser à l'Afrique. Qu'est-ce que les chefs d'État africains veulent se dire entre eux lors de ces rencontres qui ne peuvent pas se dire lors des rencontres de l'Union africaine? Non, ils sont allés écouter les propositions des grandes puissances. Maintenant,
quand chaque fois il faut se déplacer, moi je me pose aussi une question. Celui qui veut de moi, c'est lui qui se déplace, n'est-ce pas? Pourquoi le sommet États-Unis-Afrique ne se passe pas en Afrique? Le sommet Russie-France ne se passe pas en Afrique. Exclusivement, moi j'aurais souhaité que quand le Japon veut discuter avec l'Afrique, que les Japonais viennent. Et que les Japonais ne remisent pas nos chefs d'État pour être reçus par le Premier ministre japonais. C'est à la limite une insulte, une humiliation pour nos élus, pour ceux que nous avons élus pour conduire les pays africains. Et donc, en réalité, ils n'ont pas notre temps. Ils n'ont pas notre temps. Ils nous rassemblent juste pour discuter un peu avec nous, juste pour pour attirer notre attention et pour tirer profit après. C'est tout simplement ça. Parce que l'Afrique, c'est un continent, je dirais, la liberté promise, la richesse, oui, le sous-sol qui est bien riche, la démographie également, on peut profiter de ça. Et puis, il y a la naïveté africaine qui fait que tout le monde accourt et en faisant les beaux yeux, on croit que nous avons le Messie devant nous et puis on ouvre les vannes pour permettre à ce que ces gens-là pillent nos ressources. Alors, il faut le dire de façon claire. Que le continent apporte à la demande de ces pays dont nous parlons, de ces pays développés. Non, bon, la réponse. La réponse que l'Afrique apporte généralement, ce n'est que à travers les chefs d'État qui vont à ces sommets-là, et non pas à travers les réelles populations qui sont concernées en réalité, qui doivent être touchées de façon normale par ces partenariats-là. Mais le transfert de technologie, par exemple, la construction des infrastructures. Oui, mais il y a une face cachée de la chose que généralement personne ne voit. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand le chroniqueur parlait, je me rappelle qu'il faut en réalité des hommes, des chefs d'État forts pour l'Afrique. Parce que c'est un manque de chefs d'État forts que l'Afrique est obligée alors de se plier à toutes les exigences de ses puissances économiques. Parce que lorsque c'est un chef d'État qui est très fort, il impose ses règles dans le partenariat gagnant-gagnant qu'on doit même tisser. Et c'est ce que font la plupart des pays européens. C'est eux qui imposent leurs lois, c'est eux qui dictent leurs lignes. D'accord? Et donc, s'il y avait des hommes d'État qui sont très forts, alors ils allaient imposer, d'accord, à ces pays-là, à ces partenaires-là, la règle à suivre de façon normale pour que l'Afrique soit forcément gagnante. Mais le controverse, c'est quoi? C'est qu'en réalité, lors de ces sommets, généralement, ce sont les chefs d'État d'abord qui négocient eux-mêmes, d'accord, leurs propres intérêts immédiats. Parce qu'ils savent qu'ils sont élus pour une durée donnée. Et donc, d'abord, ce qu'ils cherchent d'abord, c'est que entre les partenariats qui sont tissés entre eux, parmi les partenariats qui sont tissés entre eux, quel est l'intérêt immédiat que eux, ils peuvent d'abord gagner de ces partenariats-là. Et donc, c'est en finissant de résoudre à cette question qu'ils passent maintenant à l'intérêt général de la population qui n'est autre que l'épuisement des ressources naturelles que regorge l'Afrique et également de la démographie, surtout des jeunes aujourd'hui qui constituent une main-d'œuvre très forte pour l'Europe et pour d'autres pays également. Donc, du coup, il faut forcément des chefs d'État forts pour pouvoir imposer un certain nombre de règles dans l'organisation de ces assises-là, de ces sommets-là. Et c'est ce qui nous manque généralement. Alors, vous parlez de chefs d'État forts, mais nous avons quand même une organisation, la plus forte, la plus grande institution du continent. Vous l'avez rappelé dans nos échanges tout à l'heure, c'est bien sûr l'Union africaine. N'est-elle pas aussi représentative pour porter la voix de l'Afrique quand il s'agit de ce genre de convocation? Oui, la configuration actuelle de l'Union africaine, et dans les tests et dans la réalité, ne lui permet pas d'avoir les prérogatives pour discuter comme d'État à État, de discuter comme un interlocuteur d'une discussion bilatérale. C'est pas possible. L'Union africaine pourrait peut-être muer vers une forme d'États-Unis à l'exemple des États-Unis d'Amérique, mais on en est bien loin. Et pour y arriver aujourd'hui, je pense que l'Union africaine, même si l'Union est sur la table de certains grands groupes, bien entendu avec l'accord des États-Unis dernièrement sur la question, je trouve que l'Union africaine n'a malheureusement pas l'étoffe nécessaire pour discuter des intérêts, par exemple, des Béninois.
béninois. Je ne pense pas. L'Union africaine reste une institution, mais une institution concentrée sur la globalisation, concentrée sur des questions liées au développement. On voit quand même le fonctionnement qui soit bien collé, le fonctionnement de l'Union européenne, par exemple. On voit comment les principes sont élaborés. L'Union européenne n'est pas née en 2024 ni dans les années 2000. L'Union européenne, c'est le fruit d'un processus qui a débuté, je vais dire, dans les années 1970, parce que justement, l'intérêt était économique. Il fallait une union économique européenne avant d'aboutir aujourd'hui à ce que devient l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'est toujours pas un État. Mais on se disperse. Ce que je veux préciser surtout, c'est que l'Union africaine restera sous ce format moins productif aux États, surtout quand il s'agit d'intérêts, surtout quand il s'agit de défendre l'intérêt précis de chaque État et de chaque gouvernement. La deuxième chose, et je finis là-dessus, je pense que nos chefs d'État devraient comprendre la question des rapports de force. Aujourd'hui, participer à ces sommets, c'est bénéficier, allez, on va le dire au mieux, d'une aide au développement. Mais l'aide au développement même en question dans son fond apporte quoi de concret à nos États? Encore plus de dettes. Puisque depuis 1945, les institutions de Bretton Woods régulent en réalité l'apport de ces aides au développement et surtout les conditions d'accès et d'accessibilité à ces aides au développement qui nous entraînent ou nous enfoncent encore plus dans un état économique et financier beaucoup plus inquiétant. Donc on doit se reposer les bonnes questions. Pourquoi participer à ces sommets si on a la possibilité d'avoir des hommes très forts qui puissent essayer tout de même, je ne dirais pas d'équilibrer le rapport de force, mais au moins de tenter quelque chose pour avoir des discussions d'égal à égal. Certains pays y arrivent aujourd'hui. À l'exemple de l'Éthiopie. L'Éthiopie aujourd'hui peut discuter d'égal à égal. L'Éthiopie aujourd'hui est un partenaire fort des BRICS plus aujourd'hui. Les États comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud y parviennent également. Alors pourquoi les États restent dans le bourbier? Manque de volonté politique, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'absence de vision politique qui puisse véritablement permettre aux populations de voir le bout du tunnel. Et malheureusement, depuis 1960, les États de l'Afrique subsaharienne ne proposent rien du tout. Les dirigeants de l'Afrique subsaharienne ne proposent absolument rien de mieux que les pères militaires des années 70 à 90. Donc c'est tout de même dommage par rapport à cet avenir qu'on espère reluisant pour nos États. Justement, n'oublions pas que tout est à faire ou tout est presque à refaire sur le continent africain, la science, le transfert de technologie, l'industrie. Oui, c'est à trois. J'allais aborder ce thème, mais vous ne m'avez pas donné le temps. C'est que depuis 60, on dit que le terrain est vierge, mais on ne fait absolument rien, à part construire quelques routes, quelques bâtiments, en oubliant que les bâtiments d'industrie qui viennent s'installer. Un semblant, c'est bien important de le préciser. Qui deviennent après, la matière première, ça part de l'Afrique. Qui deviennent après des éléphants blancs. Donc c'est pour dire qu'on se concentre ailleurs alors que la priorité devrait être l'indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique, prioriser le social et faire en sorte qu'il y ait une pérennisation de l'exploitation de ces 3 points. Mais malheureusement, on ne constate que le contraire et c'est tout de même dommage. Quand nos chefs d'État, nos dirigeants se déplacent pour ces sommets, Landry, à Delacon, on ne sent pas que l'Afrique parle d'une même voix, même si il l'a abordé tout à l'heure, l'Union africaine est présente, les chefs d'État qui y vont en rang dispersé, chacun avec peut-être son plan de développement interne pour son pays. Est-ce que d'ici 15, 10, 20, 30 ans, l'Afrique réussira à véritablement obtenir ce qu'il veut de ces pays dits développés, ou on continuera toujours de nous tirer dans les pattes, de nous sucer à fond? Je suis de nature optimiste, mais il m'est un peu difficile de dire que je suis optimiste par rapport au sort de l'Afrique dans 10, 15, 20 ans. Et ces années-là ne me paraissent pas suffisantes au regard de ce que nous faisons pour que je puisse dire que nous allons nous en sortir. Peut-être qu'il nous faudra la moitié du siècle ou carrément un siècle, donc en faisant un peu d'effort. Alors, ce que l'on constate, c'est que
les divergences ou encore cette habitude que nous avons, que nos États ont d'aller de façon solo, comme on l'a dit, il faut observer, ce n'est pas seulement dans le cadre des sommets. Même quand il s'agit des décisions sur le continent, on l'observe. Je ne voudrais pas rappeler ce qu'il y a eu quand il s'est agi de demander aux guides libyens de laisser le pouvoir. Ceux qui ont encore la mémoire ont vu les voyages de Maître Abdoulaye Wade en Libye pour demander aux guides libyens de bien vouloir céder le fauteuil. On l'a vu en ce moment, si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'il était à la tête de l'Union africaine. Et donc on a eu des États qui avaient des positions pareilles. Les États comme le Bénin qui, quand même, et nous qui sommes de petits États, on n'a pas pu quand même prendre le risque, mais on s'est aligné derrière la décision de l'Union africaine. Donc c'est une stratégie qu'on peut essayer de valider pour dire c'est l'esprit d'ensemble qui a régné au niveau du Bénin, même si techniquement on sait que ce n'est pas véritablement cela. Donc, c'est ce qu'il faut constater. Donc, quand on va au niveau des sommets, il a dit tout à l'heure, il l'a rappelé également, ça dit, nous avons des chefs d'État qui ont un mandat, qui ont une limite, qui ont une durée donnée et qui, peut-être, si on doit présumer leur bonne foi, sont guidés par l'obligation de résultat par rapport à leur mandat. Et ils se disent, puisque nos pays, c'est vrai, ont pratiquement les mêmes réalités, mais avec certaines spécificités, il va de soi que chacun puisse négocier ce qui arrange son peuple. C'est cette dynamique-là qui est souvent observée quand les gens s'y vont. Mais l'autre chose également, il ne faut pas perdre de vue que certains y vont juste peut-être pour d'autres besoins. Les besoins par exemple de la conservation et de la sécurisation du pouvoir. Et les chefs d'État africains ont ce stress-là. Ils ne veulent pas perdre le pouvoir, ils veulent conserver le pouvoir, ils veulent avoir un mandat paisible. Et il semble que dans l'analyse géopolitique, pour avoir un mandat paisible, il y a un certain nombre d'éléments ou de leviers sur lesquels il faut jouer. Et nos chefs d'État l'ont compris. Ils ne sont pas des néophytes, donc ils jouent un peu sur ces éléments-là. On a dit qu'il faut avoir des chefs d'État forts. Est-ce que le contexte africain, quand on prend les pays du Sahel, je ne veux pas parler des pays où il y a un peu de mouvement actuellement, donc je vais parler du Mali, du Nord, les autres pays, tout le monde réuni comme ça, est-ce que nous avons suffisamment de force aujourd'hui pour dire que nous pouvons avoir une position solide? Il me semble que non. Il me semble que non, il suffit seulement de voir qu'est-ce qui se passe. Globalement, dans les États africains, quand un chef d'État est élu, il se permet, pour sa première visite, d'aller dans la grande puissance. C'est une formalité qu'on ne voit pas, mais c'est comme cela. Dans l'analyse, je vais dire, géostratégique, on a vu un chef d'État, pour ne pas le citer, le président Boniaï pourra confirmer. Lorsqu'il s'est amusé, si j'ai bonne mémoire, d'aller en Algérie, après sa prise de fonction, il a eu des soucis jusqu'à la fin des 10 ans avec le Maroc. Parce que ne l'oubliez pas, l'Algérie et le Maroc à propos du fait Polisario. Donc, que vous faites des choix stratégiques comme ça sur la scène internationale, ça peut être coûteux sur des années. Et donc, on n'a pas suffisamment d'équilibre pour dire que le chef de l'État peut le faire. C'est vrai que nous analysons, et puisque nous analysons, nous allons analyser comme des gens qui ne sont pas au pouvoir, et donc ils ne voient pas les réalités sous-jacentes. Mais pour dire, si en réalité, on avait une bonne position, une bonne politique, avec un peuple qui a compris les enjeux, parce que les peuples d'Afrique ont compris les enjeux, tout ce qu'on attend, c'est que les leaders à qui nous conférons l'obligation de nous représenter et d'agir en nos noms, puissent également faire pareil. Malheureusement, ils ne font pas pareil parce que d'autres, vous savez, ce n'est pas facile. Quand vous avez des gens, je ne vais pas dire que nos leaders ne voyagent pas, mais le pouvoir et les privilèges, les gens, vous l'avez dit, même lorsqu'on va proposer au chef d'État africain, j'imagine que les sommets sont organisés par exemple à Porto-Novo ou à Boycon. Je suis certain que d'autres vont vous dire non, mettez ça à New York. Ou mettez ça à Sydney. Et pourquoi donc? Parce qu'on a envie de quitter le continent. Non, vous savez, j'aime qu'on soit réaliste. Prenez les jeunes en termes d'engagement. Quand on nous dit qu'il doit y avoir une activité, une conférence, tout le monde prie, que ce soit à Dakar, à Addis Abeba, Nairobi, un peu partout. Personne, en tout cas, moi aussi y compris, personne ne souhaite que ce soit à Cotonou. Parce que c'est une opportunité de prendre le vol, de vivre dans les hôtels 4-5 étoiles, quand vous êtes chanceux 5 étoiles, sinon c'est 4 étoiles. Donc d'aller, de venir, et de voir les belles artistes. Mais vous savez, l'intérêt pour nous autres citoyens, c'est que pas pour les chefs d'État, c'est que ça vous permet de voir que ce que les gens sont en train de célébrer dans nos États, en réalité, ce n'est rien. Parce qu'il y a des États qui ont fait des efforts. Et c'est pour cela que nous allons travailler. Ce que je dis, c'est très important. Discuter avec ceux qui sont en charge des négociations. Quand il s'agit des négociations stratégiques, ils vous diront que la plupart des voyages pour ces sommets-là sont pris en charge par les pays, les grandes puissances, les pays organisateurs. Et que même à la signature des accords, il
leur fait obligation de ne porter aucun amendement au texte leur proposé. Ça, ce sont les réalités. Vous allez réagir. Il est clair que nous sommes toujours sous domination. Nous sommes tellement sous domination au point où on se laisse faire. Et je l'ai dit dans l'édito que si nous sommes encore à cette étape-là, c'est parce que nous avons voulu en tant qu'Africains. À un moment donné, il faudra mettre les points sur les i pour nous-mêmes. Il faudra qu'on se remette en cause. Il faudra qu'on revoie un peu notre stratégie, nos ambitions personnelles comparées aux ambitions du pays ou du continent. C'est dans ce même pays ou bien dans cette même Afrique que nous avons eu Air Afrique qui a disparu. Nous avons eu Africa numéro 1 qui a disparu. Maintenant, c'est RFI qui couvre tout le continent. Pourquoi nous avons laissé nous-mêmes ce que nous avons construit, ce que nous avons mis en place, être supplanté par ce que les Blancs ont apporté? C'est parce que nous-mêmes, nous avons voulu, c'est parce que nous